Moins de 3 années après la mise en place de l'institution de la Troisième République du Niger, le fiasco de la gestion gouvernementale de l'AFC et de la majorité MNSD-PNDS se précisait du jour au lendemain. Déjà en fin de l'année 1995, toutes les conditions politiques et sociales étaient réunies pour donner lieu à un blocage institutionnel au plus haut sommet de l'État. Le Niger expérimentait alors non seulement le régime présidentiel, mais aussi la cohabitation. Vite, la crise institutionnelle allait être personnifiée entre le président Mahamadou Ousmane et son premier ministre Hama Amadou. Le troisième larron de la guerre s'appelait Mahamadou Issoufou, alors président de l'Assemblée nationale. Dans l'imbroglio politique où il faisait son expérience de belligérant, le président Ousmane avait convaincu ses concitoyens de ce que son rapport politique intime avec son pays était loin d'être un sacerdoce, d'autant qu'il n'était pas moins complexé de la contingence événementielle qui le hissait au rang de premier président démocratiquement élu de la République du Niger, chef de l'État, premier magistrat du Niger, chef suprême des armées, président de la CDS Rahma, président de tous les Nigériens, et que sais-je encore. Aussi devait-il initier la grève du président de la République. Cette attitude du président Ousmane avait bien entendu son répondant dans la frénésie hystériforme avec laquelle le Premier ministre Hama Amadou ajoutait un air narquois à la violence de ses diatribes. L'atmosphère n'était guère sereine au sein du pouvoir exécutif du fait de cette ambivalence. Ainsi devait-il s'installer une logique de guerre entre deux hommes d'État qui ne se prenaient pas moins sur le sens de l'État. Malgré ce climat déjà tendu, Mahamadou Issoufou, le président de l'Assemblée nationale, n'hésita pas à attiser la tension en usant de l'article 44 de la Constitution aux fins d'un empêchement absolu du président de la République. Au même moment, le Premier ministre Hama Amadou nourrissait l'intention d'interdire la CDS Rahma qui venait de reconduire le président de la République à la tête de son bureau politique national. Relativement à l'article 50 de la Constitution, en dépit de l'avis de la Cour suprême sur le maintien du gouvernement de la majorité MNSD-PNDS jusqu'au résultat des nouvelles élections en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le président Ousmane tenait à user de cette prérogative constitutionnelle pour nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau chef d'état-major de l'armée. Alors, plusieurs observateurs de la vie politique nigérienne ont dû avertir qu'il y avait péril en la demeure. « 27 janvier 1996. Une action militaire dite de rectification va se faire le porte-voix d'un nouveau langage. C'était pour mettre un terme à la logorée politicienne et circonscrire les ardeurs bellicistes d'une cohabitation suicidaire. À l'épreuve des faits, la classe politique nigérienne se compromettait déjà de jour en jour et dangereusement. Sa compromission puis son échec vont susciter la manifestation des vérités du Conseil de salut national. Le CSN crée alors le cadre d'un débat politique nouveau, le débat dit de toutes les espérances. Et l'adhésion populaire aux ambitions du CSN était massive et manifeste. Un forum national devait même être convoqué aux fins de doter le Niger d'une nouvelle constitution où allait être retenu le principe d'un régime présidentiel. Dans la nouvelle perspective qui se créait pour le Niger, il devait s'agir pour le CSN et son président, le colonel Ibrahim Ménessara-Baré, de recréer la cohésion et la solidarité nationale dans un pays resté déchiré depuis la conférence nationale, de refaire la paix au bénéfice des Niger alors installés dans une logique de foisonnement et d'affirmation des rébellions et des banditismes armés, de dépolitiser l'administration infestée par les nominations partisanes et accablée par l'exclusion des cadres opérés dans le contexte de la Troisième République, de refonder l'unité nationale mise à rude épreuve par l'existence de plusieurs forces centrifuges et de ressusciter l'orgueil national en mettant l'accent sur le patriotisme et les vertus du travail. Ce sont là autant d'intérêts majeurs que d'objectifs nobles et d'actions louables qui devaient conférer tout son prestige à l'œuvre du général Barré et de la 4e République. Et les Nigériens peuvent encore garder en mémoire la main toujours tendue du général président
à toutes les rébellions armées au Niger, à toute l'opposition politique à son régime, à tous ceux qui voulaient aider l'État nigérien à sortir des sentiers battus. On se le rappelle, c'est l'officier supérieur, le chef d'état-major des forces armées nigériennes, Baré, qui allait conduire à l'ombre le processus de paix avec la rébellion Touareg jusqu'à aboutir à l'accord de paix signé à Ouagadougou le 24 avril 1995. Puis son régime allait devoir consentir tous les efforts requis pour que soient signés les protocoles d'accord additionnels d'Alger en 1997 avec les rébellions Touareg dissidentes et les farces, et de N'Djamena le 21 août 1998 avec le FDR. Tous les accords de paix portaient sur 4 engagements majeurs, à savoir la décentralisation, la gestion de la sécurité dans les zones touchées par les conflits, le développement des régions affectées par le conflit armé et l'intégration, la réinsertion socio-économique des ex-combattants et le retour des populations dans leurs régions qu'elles avaient alors désertées. Aussi, le président Baré persistait-il à croire qu'un accord avec l'opposition politique à son régime et l'organisation d'élections locales était indiqué pour asseoir définitivement la stabilité sociopolitique dont le Niger avait un si grand besoin. Par ce fait, son régime a dû mettre en œuvre pas moins de 5 lois relatives à la décentralisation. Cependant, ni l'accord de juillet 1998 avec l'opposition, ni les élections locales de février 1999 n'avaient suffi à contenter le FRDD et la FDS. Le régime du président Baré a été aussi et sans doute austère, mais il l'était au plan économique, et l'austérité était d'autant nécessaire et recommandée qu'elle devait entraîner l'amorce du redressement économique. C'était dans un climat d'hostilité manifeste, soutenu par certaines forces sociales et par l'opposition politique, que le pragmatisme et l'efficacité caractéristiques du régime Baré allaient lui commander d'engager des réformes structurelles hardies pour réaliser son programme de relance économique et financière. À cette époque, l'on pouvait encore se souvenir de ce que, depuis 1983, aucune loi ne réglementait la gestion du trésor national. Aussi, la Banque mondiale et le FMI avaient-ils dû refuser tout soutien aux différents programmes présentés depuis 1990 par les gouvernements successifs du Niger. Le soutien n'était donc ni au programme de relance économique, ni même au programme dit d'urgence. De 1990 à 1996, le Niger était mis en observation par la communauté financière internationale, faute de cadre macroéconomique viable. La seule aide qui s'est ponctuellement manifestée était inscrite dans la parenthèse des crédits d'ajustement généreusement octroyés en 1994. En 1994, justement, le ratio masse salariale recette fiscale avait atteint le chiffre invraisemblable de 101%. Le Niger n'avait encore rien pu faire. Il fallait attendre la date du 12 juin 1996 pour voir le FMI et la Banque mondiale prendre la décision de le soutenir. C'était certainement en reconnaissance des efforts engagés depuis 1995 et renforcés en 1996 par les décisions courageuses prises par le nouveau chef de l'État, le général Ibrahim Baré Menassara. Au nombre de ces décisions, il y avait d'abord la mise en œuvre de 2 réformes de base. Le réaménagement des dispositions du départ à la retraite des agents de la fonction publique et l'adoption de nouveaux statuts de la fonction publique où le mérite devait être retenu comme critère d'avancement. En matière de finances publiques, le principal problème déjà identifié était relatif aux arriérés de salaire. Le gouvernement nigérien, sous l'autorité du président Baré, en a fait une approche globale. Un plan d'apurement des arriérés a été mis en œuvre, couvrant un périmètre reconnu par la Banque mondiale de l'ordre de 115 milliards de francs CFA. Puis, en se refusant à gérer seulement le stock d'arriérés, le gouvernement de la 4e République a surtout évité d'en accumuler. C'était au prix du respect strict des procédures budgétaires et comptables. C'est dans cette optique d'ailleurs qu'il a été mis en place un groupe d'experts nigériens appelés affectueusement les orthodoxes pour conduire au plan financier organisationnel un audit général du trésor public.